Avec ce soir Yves Roucaute, écrivain, bonsoir. Laurent Geoffrin, directeur de Libération, bonsoir. On va donc parler d'une information que vous avez mis en une demain. Vous étiez d'ailleurs avec Mediapart dans le secret, j'allais dire, de Wikileaks, qui a révélé à 22h, qui a dégoupillé, même on peut dire à 22h, sa grenade diplomatique. Elle avait fait un petit teaser, comme on dit chez les Américains. Elle avait prévenu hier, regardez, avec cette vidéo assez étonnante, tout le monde se demandait si c'était une blague, une vidéo complètement kitsch où on voit une armée attaquer Paris et ses monuments. Et qu'allait nous révéler Wikileaks avec ce titre? Qui veut attaquer la France? Eh bien la réponse est donc arrivée ce soir. On l'a vu, on en a parlé. Votre réaction, Laurent Geoffrin, sur ces écoutes, vous êtes surpris? Un peu quand même, oui, parce qu'on savait qu'ils avaient écouté les Allemands. Mais là, il s'agit d'écouter quand même les présidents français sur des téléphones personnels et leurs principaux conseillers. C'est-à-dire qu'on est au cœur du fonctionnement de l'État français, de la République française. Et les États-Unis sont en principe des alliés de la France. Et tous ces moyens ont été réunis par l'État américain, principalement quand même pour lutter contre le terrorisme ou pour lutter contre ceux qui menacent la sécurité des États-Unis. Je ne sache pas que ce soit le cas de la France. Et donc il y a un vrai problème diplomatique là, c'est qu'il y a une question de déloyauté. C'est une déloyauté manifeste que d'écouter des amis, des alliés. Et comment est-ce qu'on peut ensuite dire qu'il y a une confiance qui s'est établie entre les deux gouvernements, entre les deux diplomaties? Et puis ça pose un autre problème, c'est que ces écoutes sont irrégulières. Donc, ont-elles été contrôlées quand elles ont été décidées et effectuées? Est-ce qu'elles ont été contrôlées par une commission parlementaire? Si oui, ça veut dire qu'il y a des députés américains ou des représentants américains qui ont donné leur bénédiction à l'écoute d'un allié. Bon, c'est un problème grave. Et ça semble être le cas. Hein, encore plus grave. Si on en croit Mediapart en tout cas. Encore plus grave si ça a été fait de manière totalement irrégulière, en dehors de tout contrôle. À ce moment-là, ça veut dire que le gouvernement américain peut espionner qui il veut, de manière totalement arbitraire. Il peut même l'utiliser pour des opérations de politique intérieure, puisque les moyens techniques donnent la possibilité d'écouter n'importe qui. Donc là, vous avez un vrai problème à la fois civique, légal et diplomatique. Yves Roucaute. Ouais, non, je crois que c'est pas. Je crois que. Enfin bon, on va faire une grosse affaire, mais en vérité, je pense que la question de l'espionnage est une question redondante depuis très très longtemps. Tout le monde essaie d'espionner tout le monde, très concrètement. Il faut arrêter de dire que les États-Unis sont le monstre qui espionne tout le monde. Mais vous imaginez que dans l'avion présidentiel, il puisse y avoir une écoute sur la ligne téléphonique? J'ai envie de dire, je ne dis pas que la France fait pareil, parce que ce ne serait pas tout à fait exact, mais bien entendu, on espionne des chefs d'État africains, on espionne des ministres, on espionne... Les Chinois espionnent les entreprises, Valeo, etc. Enfin, on le sait, tout ça. Il y a même une île en Chine qui est destinée à cela. Pour parler très clairement et très concrètement, parce que j'entends beaucoup de choses qui sont fausses. Première chose, le système d'écoute américain, il est fondé sur quelque chose de dément, c'est la puissance américaine. Les services de renseignement américains, c'est 46 milliards de dollars. Je ne m'attendais pas à cette question, mais donc, de mémoire, mais c'est à peu près 46 milliards de dollars. Pour vous donner un exemple, la NSA, c'est 15 milliards de dollars. Le budget de la défense française, c'est environ 31 milliards de dollars. Le budget total de la défense américaine, c'est 711 milliards de dollars. Donc il y a une puissance fantastique. Il y a plus de 2000 personnes qui travaillent à la NSA. Fantastique. Non, attends. Il y a un traité UCUSA qui a été fait en 1946, dans lequel il y a un traité sur l'information et le renseignement, qui est signé par les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui a été ensuite développé, auquel un certain nombre de nos alliés participent, les Pays-Bas, etc., aujourd'hui. Ce traité, en 1776, Ted Kennedy a décidé justement de... parce que ça ne date pas du Patriot Act, cette affaire. En 1776, en 1976, oui, ouais. Ted Kennedy a décidé de développer un acte pour ce développement de services de renseignement. Ce service de renseignement s'est développé, c'est le système Échelon. Le système Échelon, on ne l'a pas découvert aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on en parle. Le système Prism, il ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on en parle. Donc il faut s'habituer à tout, d'après vous? Non, c'est pas ça du tout. Oui, mais alors, je ne dis pas ça, Laurent. Je ne dis pas qu'il faut s'habituer à tout. J'explique simplement qu'on on dit qu'aujourd'hui, on découvre un certain nombre de choses qui, moi, me posent une question, qui me pose problème sur une autre chose. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'Europe ne développe pas ses propres moyens de renseignement. Ne serait-ce que pour aller contre ces moyens-là et aussi pour développer les siens. Il y a un problème là, parce que on se bat contre nos amis, contre nos ennemis. Non, on n'est pas chez les bisounours. Ce sont nos alliés militaires, mais nous sommes en concurrence économique. J'avais compris qu'on n'était pas chez les bisounours, mais je vous repose la question. Est-ce qu'il faut espionner ses alliés ou il ne faut pas les espionner? Nous sommes en concurrence économique. Écoutez, moi, ce n'est pas un jugement de morale que je pose. Je pose un fait historique et un fait politique. Nous sommes en concurrence économique. Sur cette concurrence économique, il est clair que la France ne peut pas se permettre de jouer... La concurrence donne lieu à des pratiques déloyales, elles sont réprimées. Elles sont déloyales forcément. On peut pas, pourquoi forcément? Non, on ne peut pas jouer.
peut pas... vous trouvez ça normal? Alors, c'est pas grave. Je dis pas que je trouve ça normal. On espionne n'importe qui. Mais je dis pas que je trouve ça normal. On continue, mais c'est pas un argument. Écoutez, je suis désolé, mais je pense que dans la concurrence économique, nous devons savoir que nos alliés sont aussi nos concurrents. C'est pas vrai que des Américains. C'est vrai des Pays-Bas, par exemple, qui participent au système. Oui, mais il y a une règle dans ce que vous dites là. Il y a des pays de l'Union européenne qui participent au système américain. Il y a une règle non dite, c'est pas vu, pas pris. Là, ils sont vus, ils sont pris. Ouais. Donc, il faut qu'ils s'expliquent. Alors justement, maintenant, ils sont vus, ils sont pris. Réaction de l'Élysée ce soir, il n'y en avait pas. Ils allaient prendre le temps de la réflexion. Une réaction de Michèle Alliot-Marie, c'était sur cette antenne en direct tout à l'heure. Elle était ministre des Affaires étrangères, notamment pendant certaines de ses écoutes qui concernaient certains de ses dossiers. Elle a réagi en direct. Ce qui est révélé aujourd'hui pose le problème de la relation de confiance qui doit exister entre des alliés. Et il est évident que cela aura des conséquences dans les relations entre les pays. Je pense que tous ceux qui ont été informés auront des comptes à rendre à l'opinion publique, éventuellement des comptes à rendre au-delà. Et sur ce sujet, on apprend ce soir que François Hollande réunit demain à 9h un conseil de défense. Quelle doit être la réaction de la France, Laurent Geoffrin ? D'avoir une discussion franche et ouverte avec nos alliés américains pour qu'ils cessent ces pratiques. Ça veut dire quoi? Comme Angela Merkel il y a 18 mois, c'est pas bien d'écouter ses alliés ou un peu plus? S'assurer que ça ne se fait plus, en tout cas. C'est pas possible, c'est bien. Non, mais je veux dire que c'est pas possible. Mais je suis d'accord avec toi, mais dans un monde idéal, c'est superbe. Je parle pas d'un monde idéal, dans la réalité, ça se fera pas. Non, je parle pas d'un monde idéal, je parle de 3 documents qu'on publie et on a les noms. Ça se fera pas dans la réalité. Attendez, on a les noms, on a les dates, on a les endroits et il s'avère que l'Élysée, le cœur de l'État français, a été mis sur écoute et donc on ne peut pas rester sans réagir. D'accord. On ne peut pas dire oui, mais tout le monde le fait, c'est pas grave. Non, j'ai pas dit que c'était pas grave, je dis que c'est un fait politique international. Oui, deuxième chose, ce que je dis, c'est qu'on raconte beaucoup de bêtises, et c'est pour ça que c'est plus grave encore que ce que tu dis. Il ne me semble pas qu'on raconte des bêtises quand on c'est encore plus grave que ce que tu dis, parce que contrairement à ce qui se dit, ce que j'entends, le système d'écoute et la NSA, dans son système d'écoute, est contrôlé. Ça existait avant. Est contrôlé par une cour qui s'appelle le fisc, facile à retenir, FISC en français, le fisc, de 11 juges qui dépendent de la Cour suprême américaine. Et ces 11 juges doivent donner l'autorisation. Non, mais si tu ne veux pas savoir, les 11 juges doivent donner l'autorisation pour les écoutes. Ce qui signifie que la question est beaucoup plus grave que ce qu'on croit, parce qu'en réalité, ces écoutes sont juridiquement possibles. Et donc, on doit poser vraiment la question à nos alliés américains de savoir dans quelle mesure ce qu'ils font n'outrepasse pas nos relations. Non, mais moi, je suis pour la transparence et la vérité dans cette affaire. Les Américains sont mes amis, mais la vérité est encore plus mon ami. Et c'est ce que disait Aristote, tu te souviens, sur Platon. Et donc, moi, je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut demander aux Américains, concrètement, votre système d'espionnage contrôlé par la justice américaine, je le précise, un système fisc contrôle, la justice américaine conduit à ce que nous ayons de la méfiance entre alliés. Mais encore une fois, nous ne sommes pas pays nous sommes en concurrence. Pour qu'on sache de quoi on parle dans le contenu, peut-être quelques exemples qui sont révélés ce soir par Libération et par Mediapart. Le premier, François Hollande venait à peine d'être investi, on se souvient, il avait plus jours là sur les Champs-Élysées, il part à Villacoublay prendre son avion qui va prendre la foudre pour aller voir Angela Merkel, et quand il revient, il téléphone à Jean-Marc Ayrault, son Premier ministre, et voilà ce qu'il lui dit, donc la NSA l'entend, et elle le commente. Hollande a trouvé la chancelière obnubilée par le pacte budgétaire sur la Grèce qu'elle a laissé tomber. En revanche, apparemment, ça ne l'intéressait pas tellement. Voilà, elle a fait le show, explique François Hollande. Alors c'est assez intéressant parce qu'on voit en haut, c'est la traduction, il y a les commentaires, et puis il y a les faits, pardon, et puis ensuite il y a les commentaires de l'agent de la NSA. On est presque sur une dépêche de l'AFP. On est sur un vrai travail journalistique. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il faut en penser. En fait, un travail d'espionnage, absolument. Non, mais c'est assez étonnant. Il y a un autre point qui est intéressant et qui va intéresser Nicolas Sarkozy. C'est le 30 octobre 2008. Nicolas Sarkozy, dit la NSA, croit que Washington tire désormais compte de certains de ses conseils. Il croit notamment qu'il est le seul à pouvoir sauver le monde de la crise financière. Voilà. Comment est-ce que ça peut être perçu? Imaginons que Nicolas Sarkozy revienne un jour aux affaires. Là, on parle de Barack Obama. Est-ce qu'il peut encore y avoir une confiance? Même François Hollande qui a été écouté avec Barack Obama. Est-ce que la confiance aujourd'hui peut encore être là quand on sait que quand un président, et vous le racontez dans Libération, quand un président va rentrer dans le bureau de Barack Obama pour lui dire quelque chose de secret, Barack Obama est déjà au courant parce qu'il a déjà les écoutes des conseillers. Oui, voilà, ça donne un avantage absolument indu c'est évident. À l'interlocuteur. Donc d'abord, il faut se prémunir. Avant de savoir si on fait confiance, il faut d'abord prendre des mesures précises, techniques, pour éviter d'être écouté. Donc utiliser des lignes sécurisées, et développer les communications. Enfin, il y a des développer notre sécurité numérique en Europe. Il y a toutes sortes de moyens d'avoir des conversations privées
Donc il faudrait rétablir déjà cette confidentialité. Première chose. Deuxièmement, il faut quand même poser des questions aux États-Unis, parce que moi, je veux bien que ce soit contrôlé par je ne sais quel juge, bon, admettons. Mais la puissance technique de ces machines est telle qu'on peut très bien les utiliser de manière subreptice. Alors, c'est possible. C'est tout le débat sur la loi renseignement, d'ailleurs, en France. Voilà, en France, on a la même discussion. Est-ce que ça vient percuter aujourd'hui cette actualité? Évidemment. Est-ce que vous pensez qu'il faut un moratoire, comme le disait Edoui Plenel sur ce plateau, un moratoire pour ce vote demain, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds avec cette loi-là? C'est pas idiot, à mon avis, parce que la loi sécurité, elle est destinée à lutter contre le terrorisme, ce qui est parfaitement légitime. Là, tout le monde est d'accord. Mais là, on voit bien que c'était la loi sécurité. Oui, mais là, les mêmes outils sont utilisés pour autre chose. Donc on n'a aucune garantie du fait que ça sera toujours utilisé pour la sécurité nationale et non pas pour d'autres buts qui pourraient être d'espionner je ne sais quelle opposition, syndicat, préparation de manifestations, etc. C'est tellement tentant, ce genre de choses. Pouvoir écouter l'adversaire, c'est un avantage énorme. Donc tout gouvernement sera tenté de le faire. Il faut un moratoire sur cette loi renseignement demain qui va être voté? Je crois pas. Je crois que simplement, il faut que les écoutes soient contrôlées de manière très, très, très précise par un système judiciaire au-dessus des partis qui a en vue que l'intérêt supérieur de la France. Et je crois, deuxième chose, c'est le deuxième élément, parce que le droit ne suffit pas. Il faut qu'on trouve avec nos alliés solides européens les moyens de protéger nos données numériques, de protéger nos moyens de communication et nous-mêmes d'intervenir dans cette guerre économique. Je crois qu'il faut arrêter. C'est pas parce que ce sont nos alliés que... parce qu'attention, on a le même problème avec les Chinois dont on ne parle pas. Les Chinois qui ont installé il n'y a encore pas très longtemps un service de renseignement. Non mais nos entreprises industrielles sont espionnées aujourd'hui. Donc on doit absolument mettre... Parce que la France, je l'ai dit tout à l'heure, en donnant des chiffres qui sont absolument incroyables, évidemment, 46 milliards de dollars pour le renseignement américain, on ne peut pas lutter contre ça, mais on ne peut pas lutter non plus contre le financement américain, le financement du renseignement chinois. On a besoin en Europe d'une sécurisation de nos données numériques et on a besoin aussi d'un système juridique qui protège les droits et libertés des citoyens. Dernière question sur ce sujet, le rôle des lanceurs d'alerte, on le voit là. Il est important. Il y a dans la loi renseignement demain un amendement qui a été rajouté au dernier moment, qui ne sera donc pas débattu, elle sera votée telle quelle, qui réduit justement le pouvoir d'action de ces lanceurs d'alerte. Vous diriez que Wikileaks, Julian Assange et autres lanceurs d'alerte aujourd'hui, c'est bien ou ça n'apporte rien selon vous? Puisque j'entends ce que vous dites, on le savait et finalement ça a toujours marché comme ça. Non, je n'ai pas dit que ça allait toujours marcher comme ça, je dis que c'est de pire en pire parce que les moyens colossaux mis par les États-Unis... J'ai compris. Sur les lanceurs d'alerte, s'il vous plaît, il nous reste 2 minutes. Voilà, ouais. Non, je pense que... Je pense qu'il faut laisser faire aux enquêteurs, journalistes, aux médias leur travail d'enquête et d'alerte. Je pense qu'il faut leur laisser pleine liberté, dans les limites évidemment de la sécurité nationale. Laurent Geoffrin. On voit très bien qu'ils sont utiles, puisqu'ils révèlent une chose que les gouvernements voulaient cacher. Donc ils informent le citoyen des menaces qui pèsent sur lui, sur la confidentialité de ses actes, de ses conversations. Et on voit bien qu'il y a un danger. Il y a un danger évident. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais de croire que Hollande et Valls sont des dictateurs ou Big Brother. C'est pas ça. Ouais, mais imaginons un gouvernement un peu moins républicain, que la droite classique ou que la gauche classique, et qui décide finalement de dire, bon, là, on a des adversaires, il y en a marre, on va les écouter. On n'aura aucun moyen d'empêcher ça. Aucun moyen. Puisque la puissance technique est là. Allez. Contrôle par en haut et par en bas. Il nous reste 3 minutes. On va parler de notre deuxième sujet du jour. Une offre d'achat qui inquiète le ministre de l'économie. Après Numéricable et SFR, c'est l'homme d'affaires, donc Patrick Drahi, qui aimerait mettre la main sur Bouygues Télécom. Emmanuel Macron voit dans cette concentration un risque pour l'emploi, pour l'investissement, même pour le service aux consommateurs. Il a donc convoqué Patrick Drahi à Bercy ce soir pour lui dire quoi? Écoutez la réponse de l'intéressé. C'était tout à l'heure à la sortie. Ça s'est bien passé, hein. C'est 2 personnes sympathiques qui se rencontrent. Et puis on a parlé de l'investissement en France dans les télécoms, on a parlé des emplois, on a parlé de l'investissement des entreprises françaises à l'étranger, puisque nous investissons notamment aux États-Unis. Et puis on fera un point régulier si l'affaire devait avancer. Est-ce que vous imposez des conditions pour un rachat éventuel de Bouygues ? Écoutez, je ne peux pas parler en détail de ce qu'on s'est dit, puisqu'on doit travailler, il y a des choses qui vont avancer. Voilà. Il y a des choses qui vont se faire prochainement, vous allez voir. Ça dépend maintenant de la partie adverse. Je vous remercie. La partie adverse, en l'occurrence Bouygues Télécom, dont le conseil d'administration a fait savoir ce soir que pour l'heure, il repoussait cette offre qui était pourtant généreuse de 10 milliards d'euros. Est-ce que l'État a raison de s'investir comme ça dans ce dossier finalement entre 2 entreprises privées ? Dans la mesure où ce sont de très grandes entreprises et où il y a des conséquences possibles pour l'emploi, oui, ils ont raison. Est-ce qu'ils ont les moyens juridiques de l'empêcher ? Je ne crois pas, mais c'est un peu... Il a raison d'avoir peur pour l'emploi
Alors ça, c'est une discussion sur laquelle je ne m'avancerai pas beaucoup, parce que est-ce qu'il est vrai que ça va forcément provoquer des diminutions d'emplois? S'il y a une concentration, c'est possible, parce qu'il y aura des postes qui doublonnent, mais je crois qu'il y a toutes sortes de projets pour essayer de récupérer les salariés qui seraient menacés. Donc l'affaire est assez complexe. Yves Roucotte, c'est... Moi, je crois que l'État une intervention de l'État. Non, je crois que l'État n'a pas à se mêler de ça. Je pense qu'il n'a vraiment pas à se mêler de ça. Bon, les opérateurs ont fait leur choix. S'il y avait eu 3 opérateurs au lieu de 4, je pense que ça n'aurait pas été nécessairement une catastrophe. On l'a vu en Allemagne. Ce qui est catastrophique pour la France. Et on les prix montent quand même quand il y a 3 opérateurs et plus 4. Oui, mais ce qui est catastrophique, ça s'est vu aussi en Allemagne. C'est un peu vrai. C'est les prix. Non, c'est en Autriche. En Allemagne, les prix. En Autriche, exactement. Ouais, c'est en Autriche qu'ils ont monté. En Allemagne, ils ont été stabilisés. Ce qui est ennuyeux, si vous voulez, c'est que la 4G existe depuis à peu près 10 ans aux États-Unis, à 90% de la population, il y a 10 ans déjà. Elle est arrivée donc 10 ans en retard en plus en Europe, parce que nos opérateurs, en France en tout cas, nos opérateurs n'ont pas assez d'argent pour investir dans le développement de la fibre et de la 4G. Donc ça, c'est ennuyeux. À un moment donné, il faudra quand même régler le problème, parce que ce retard-là, alors là, on reparle avec Laurent de cette histoire-là, pour le coup, c'est des emplois en moins. C'est des emplois en moins, c'est de la technologie en moins, c'est de l'affaiblissement de la France. Donc moi, là encore, à nouveau, je vois l'intérêt supérieur de la France, et vous voyez, peut-être que c'est bien, le consommateur a le sentiment peut-être qu'avec 4, il y a plus de concurrence qu'avec 3. Je pense que ce serait à peu près équivalent, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il faut de l'investissement pour la 4G et la fibre. Merci Yves Roucotte, merci Laurent Geoffrin. Un éclairage, comme on dit ici, c'est toujours mieux la nuit. Vous restez avec nous à suivre le journal de la nuit, justement. On va continuer à tenter de vous éclairer sur cette actualité qui ne s'arrête jamais. À tout de suite.